Christian Gaulier, économiste, accepté avec générosité, la générosité des économistes, de nous livrer quelques réflexions sur les sujets, disons, du point de vue disons, du marché et de l'économie à propos du sujet du transfert technologique, avant d'animer la table ronde qui va réunir les intervenants, qui seront en tout cas 4, parce que nous avions aussi l'imprévu d'une autre intervenante, donc la complexité à la fin va nous permettre de conserver nos attentes. Et je lui laisse la parole avec un grand remerciement. Merci Dario. Oui, je voudrais dire quelques mots, en fait, utiliser les 20 minutes du temps de parole de Philippe pour mettre en exergue quelques points d'analyse que les économistes peuvent faire à propos du temps d'attente. Alors, Jean-Marie a passé un temps important sur l'observation qu'entre le moment où l'étincelle du chercheur jaillit et le moment où le produit est mis sur le marché, il peut s'étaler un temps d'attente extrêmement important et qui d'ailleurs pose la question, il n'a pas mis explicitement en lien, mais sur la capacité ou la volonté de financement par les industriels et par les marchés de ces innovations, notamment parce que, bien entendu, parmi tous les chercheurs avec une étincelle, il y a des Jean-Marie Tarascon qui ont des étincelles qui aboutissent, et puis il y en a 36 autres qui n'aboutissent pas et qui ne terminent pas avec une chaire au Collège de France. Donc il y a évidemment beaucoup d'incertitudes sur les capacités de développement qui introduit évidemment une certaine réticence pour les industriels à financer, mais il y a aussi la problématique du temps d'attente. S'il faut attendre des dizaines d'années entre le moment où on commence à financer un projet et le moment où ce projet commence à engendrer des revenus, puisqu'après tout, quand même, les marchés financiers, les acteurs de la finance, les acteurs économiques sont intéressés à transformer les idées en création de valeur sociale, mais aussi en profit. Il peut y avoir de la réticence. Donc je voudrais me concentrer dans le temps qui m'est imparti sur la question de cette interaction entre capacité de financement, dynamique économique et incertitude. Je prends un autre exemple. La transition énergétique va coûter des centaines de milliards d'euros rien que pour l'Europe par année pendant au moins les 20 prochaines années. Il faudra financer ça d'une façon ou d'une autre. Ça sera évidemment les citoyens français et européens qui financeront ces dépenses à travers soit les impôts qu'ils paieront à l'État et qui seront transformés en subventions pour cette transition, soit par un renchérissement des prix des énergies, par exemple, sujet d'actualité. Donc il y a évidemment une question entre qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice aujourd'hui pour engendrer des valeurs sociétales, par exemple des réductions de dommages climatiques, si on parle d'efforts de transition énergétique. Ce délai d'attente peut être un élément qui désincite les acteurs économiques, les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les États à réaliser ces efforts. Et donc c'est une question, en fait, somme toute assez concrète, de savoir concrètement comment les acteurs économiques décident de faire des efforts. Je veux prendre un exemple très simple vous concernant. Si vous avez une chaudière au fioul domestique pour vous chauffer, se posera maintenant très rapidement la question de cette transformation de système de chauffage, par exemple par une pompe à chaleur qui va vous coûter 15 000, 20 000 euros. Vous allez devoir faire des sacrifices immédiats pour financer cette pompe à chaleur avec un retour sur cet investissement qui va s'étaler sur des années, voire des dizaines d'années. Remplacer une centrale au charbon par une centrale nucléaire, une centrale éolienne ou photovoltaïque, c'est aussi un effort qui impose des sacrifices immédiats pour des bénéfices qui vont s'étaler, un nouveau bénéfice, j'entends, création de valeur sociale, qui vont s'étaler sur des décennies. Il se pose à nouveau la question de savoir comment faire ce compromis entre effort immédiat, bénéfice futur, temps d'attente.
De façon plus globale, quand on réfléchit à nos responsabilités envers les générations futures, quand on se met dans un pas de temps plus large, qui est celui, je pense, qui est au cœur de cette conférence, dans cette appréhension de nos responsabilités envers les générations futures, il y a cette problématique de l'action, de la valorisation de ces actions, et sachez-le, que ça soit que lorsque ces actions sont financées par le secteur public ou que ce soit par le secteur privé, il y a une exigence de rentabilité de ces actions pour que ces actions soient effectivement mises en œuvre. Donc, plus le délai d'attente est long, plus cette exigence de rentabilité sera importante pour compenser ce caractère négatif du fait qu'il y a un temps qui s'écoule entre le sacrifice et la création de valeur. Et des sociétés dans le passé ont effectivement considéré que dans ce terme de présentisme qui était utilisé ce matin, je pense par Dario, au fond, est-ce que notre société, notre civilisation, contrairement à celle de l'île de Pâques par exemple, notre civilisation a le bon niveau de long-termisme, contrairement au présentisme, au court-termisme, et si oui, quel est en fait le bon degré de court-termisme, quel est le bon degré de long-termisme, comment balançons-nous la façon dont on évalue les actions en fonction des sacrifices qu'ils exigent à court terme par rapport aux créations de valeur à long terme. Choisir entre un sacrifice aujourd'hui et un sacrifice à l'avenir, c'est le sujet du changement climatique. Devons-nous faire beaucoup d'efforts aujourd'hui pour réduire les émissions de CO2 et à nouveau ça coûtera beaucoup d'argent, ou bien faut-il simplement laisser les générations futures gérer cette adaptation dont parlait Hervé Le Truc tout à l'heure, cette adaptation à ce changement climatique, malgré qu'effectivement, si nous ne faisons rien, comme le rappelait Florence, nous risquons d'avoir un changement climatique qui devient extrêmement dramatique et qui pourrait aller jusqu'à poser la question de l'existence de l'être humain sur cette planète. Et donc pose la question de la collapsologie, de l'incertitude radicale auquel nous sommes confrontés, puisqu'évidemment, quand on réfléchit au temps, à l'avenir, au futur, se pose inexorablement une question d'incertitude. Il n'y a pas de temps sans incertitude. Les acteurs de la finance utilisent des technologies, des méthodes d'évaluation qui mettent l'accent sur le court terme par rapport au long terme. Quand une entreprise décide si oui ou non elle va installer un champ d'éolien pour produire de l'électricité sur les 40 prochaines années, eh bien, elle va contempler le coût de l'installation de ces éoliennes avec les bénéfices qui peuvent être engendrés par la vente de l'électricité produite par cette installation. Et évidemment, pour faire ce calcul, elle va pénaliser les bénéfices futurs par rapport au coût immédiat en utilisant un taux d'actualisation. Par exemple, aux États-Unis, classiquement, les marchés financiers utilisent un taux d'actualisation autour de 7%. Alors, c'est un peu variable en fonction des secteurs, mais autour de 7%. Eh bien, sachez que si vous utilisez un taux d'actualisation de 7% pour actualiser un bénéfice dans 30 ans de 1 euro, eh bien, ce 1 euro dans 30 ans ne vaut que 13 centimes aujourd'hui actualisé à 7%. Donc, vous voyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les marchés financiers des États-Unis n'incitent pas à dépenser plus de 13 centimes aujourd'hui pour engendrer un bénéfice d'1 euro dans 30 ans. Et donc est-ce que cette manifestement une forme assez sévère de court-termisme, et plus le taux d'actualisation est élevé, plus le futur est pénalisé, et plus on valorise le court terme et on évite de faire des sacrifices à long terme. En France, nous utilisons dans le système public, pour évaluer les politiques publiques, que ce soit les problématiques de déficit des systèmes de retraite ou que ce soit l'installation, la construction d'une nouvelle ligne TGV, on utilise en France un taux d'actualisation
beaucoup plus faible, de 3,2% depuis l'été dernier, révision du taux d'actualisation par France Stratégie, 3,2%, donc on est là beaucoup plus, on est beaucoup plus long-termisme dans le secteur public en France que dans le secteur privé aux États-Unis, puisqu'on utilise un taux d'actualisation beaucoup plus faible, ce qui fait qu'on va mettre, par exemple, une valeur sur le carbone beaucoup plus élevée. La valeur carbone, c'est ce qui peut être traduit par exemple par une taxe carbone ou par un prix sur un marché, sur un permis d'émission, c'est la jauge qui vous dit en fait qu'est-ce qu'on devrait être prêt à payer aujourd'hui pour éviter d'émettre une tonne de CO2. Pour répondre à cette question, il faut se poser la question de quel est le bénéfice anticipé de cette réduction des émissions de CO2. Mais quand vous réduisez les émissions de CO2, comme l'expliquait Hervé Neutre tout à l'heure, vous réduisez l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ou réduisez l'augmentation de la température moyenne de cette atmosphère et vous réduisez les dommages qui seront portés par les générations futures liés à ce changement climatique. Donc, pour déterminer quel sacrifice que nous devrions être prêts à accepter aujourd'hui pour éviter d'engendrer ces dommages à l'avenir, eh bien, il faut mettre une valeur sur le carbone. Et cette valeur sur le carbone doit être égale par application du principe pollueur-payeur, devrait être égale aux dommages climatiques évités induits par cet effort de décarbonation de nos économies. Comme ces dommages sont étalés dans un temps long, Hervé citait un temps de demi-vie de 50 ans, moi j'ai plutôt en tête une duration des dommages climatiques, enfin de l'impact de la réduction des émissions de CO2 sur le dommage climatique, duration, un délai d'attente de plutôt 80 ans, bien comme vous voyez que le temps d'attente entre l'effort de réduction d'émissions de CO2 et les bénéfices, la création de valeur sociétale pour les générations futures induites par la baisse des dommages climatiques, et comme c'est un temps très long, le taux d'actualisation joue un rôle extrêmement important et a fait l'objet d'un débat extrêmement sévère depuis une quinzaine d'années parmi les économistes, et j'en ai exprimé une synthèse dans le cadre de ma leçon libérale au mois de décembre dernier, avec un taux d'actualisation autour de 3,5%. Cette valeur présente des dommages climatiques évités induites par la non-émission d'une tonne de CO2 tourne autour de 80 €. Donc il faudrait accepter de réaliser tous les efforts aujourd'hui de réduction des émissions de CO2 qui nous coûtent socialement moins de 80 € la tonne de CO2 évitée. Si on utilisait un taux d'actualisation plus faible, on pourrait monter à 200-300 € la tonne de CO2 évitée comme valeur carbone. Et si on utilisait un taux d'actualisation plus élevé, comme c'est le cas aux États-Unis, la valeur carbone serait plus faible et les efforts demandés seraient plus faibles aussi. Donc, il y a une question fondamentale qui se pose ici, qui est de savoir pourquoi le temps d'attente peut se transformer en un coût. Pourquoi dans nos sociétés modernes, que ce soit dans le système privé à travers les marchés financiers qui exigent des taux de rentabilité suffisamment élevés pour accepter d'investir, par exemple, dans la transition énergétique, ou que ce soit dans les systèmes publics où, en France, aux États-Unis, en Europe, on exige une rentabilité sociale des investissements positifs pour que ces investissements soient validés par le système public, par les méthodes d'évaluation, d'analyse coût-bénéfice. Pourquoi est-ce qu'on pénalise le futur? Pourquoi ce temps d'attente, c'est un coût? Pourquoi le fait qu'un euro se matérialisant dans un temps long ait une valeur plus faible qu'un euro aujourd'hui? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison éthique au-delà de la pure raison opérationnelle des marchés financiers qui imposent cela? Et on ne sait pas, les marchés financiers ne sont pas des deus ex machina, ce sont derrière, il y a des êtres humains, il y a des épargnants, il y a des entreprises, des épargnants qui exigent une rentabilité de leur épargne, exigence qui est satisfaite encore, alors moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans, avec des taux d'intérêt qui sont finalement beaucoup plus faibles aujourd'hui. Mais d'où vient au-delà du caractère purement opérationnel d'un taux d'actualisation, d'un taux d'intérêt qui est exigé par les marchés financiers, y a-t-il des raisons éthiques qui justifient que ce temps d'attente, ce temps de latence qui s'écoule entre un sacrifice et la création de valeur sociétale que ce sacrifice engendre, est-ce qu'il y a des justifications éthiques à cela?
Donc c'est une question qui m'a beaucoup occupé depuis une bonne vingtaine d'années, parce que je pense que c'est un problème absolument crucial et qui, en fait, cette problématique de taux d'actualisation, c'est une problématique de transformation d'un concept éthique qui est nos responsabilités envers les générations futures, transformation en une méthode opérationnelle d'évaluation des politiques publiques, d'évaluation des investissements par les entreprises. Ce taux d'actualisation joue un rôle absolument clé dans nos dynamiques économiques et dans la façon dont, concrètement, aujourd'hui, les États et les entreprises évaluent leurs politiques climatiques. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui justifie que l'on pénalise les projets d'investissement qui ont des temps d'attente longs, et c'est particulièrement le cas, il faut le reconnaître, dans les problématiques du changement climatique. Eh bien, je vais vous donner une raison essentielle qui est basée sur un fondement qui est hautement discutable. Et ce fondement, c'est supposer que la croissance économique perdure dans les décennies à venir. Supposer que, comme les 2 derniers siècles, nous continuons à vivre dans une société qui va croître de 2% par an pour longtemps. D'accord ? 2% par an, ça veut dire que dans 2 siècles, les gens qui vivront sur cette planète consommeront 50 fois plus de biens et services qu'aujourd'hui. 1,02 à la puissance 200, ça fait à peu près 50. D'accord ? Donc, dans un monde en croissance, investir pour l'avenir, en particulier investir pour des avenirs longs, c'est quoi? C'est demander un sacrifice aux générations présentes qui sont pauvres, relativement pauvres par rapport aux générations futures, pour un bénéfice qui ira à des gens qui seront plus riches que nous, peut-être beaucoup plus riches que nous. Et donc, si nous avons une aversion aux inégalités, et je pense que dans la société française en particulier, il y a beaucoup d'aversion aux inégalités, plusieurs orateurs ce matin ont rappelé l'importance de la notion d'équité et l'importance du rôle social de l'équité. Donc nous avons de l'aversion aux inégalités, mais dans un monde en croissance, notre aversion aux inégalités devrait nous inciter à dire attention, investir pour l'avenir augmente les inégalités intergénérationnelles et ne devrait être justifié que si le rendement social de ces investissements est suffisamment important pour compenser l'impact de ces investissements sur l'augmentation des inégalités intergénérationnelles. Donc à nouveau, 2 ingrédients, aversion aux inégalités, croissance économique implique investissement égale augmentation des inégalités intergénérationnelles. Vous demandez des sacrifices aux générations présentes qui sont relativement pauvres pour le bénéfice des générations futures qui seront riches, peut-être beaucoup plus riches que nous. Et donc voilà. Donc ça, c'est un argument simple, ce n'est pas de l'économie, c'est purement éthique. Alors il y a un élément économique sur la croissance économique, mais l'argument éthique, c'est l'aversion des inégalités. Alors ça, les économistes ont travaillé depuis 15 ans sur cette idée-là. Elle est concrétisée par des équations, une règle qui s'appelle une règle de Ramsey qui justifie à un taux de croissance économique de 2% par an l'utilisation d'un taux d'actualisation de 4%. Et hélas, les économistes, jusqu'à récemment encore, ont limité leur analyse et leur débat interne sur cette construction mentale éthique. C'est absurde. C'est absurde, en particulier pour faire des raisonnements au-delà de quelques mois ou quelques années. Et pour le changement climatique, 80 ans, ça fait un temps long, en moyenne, 80 ans en moyenne. Et évidemment, on ne peut pas fonder une construction mentale du taux d'actualisation construite sur le concept de responsabilité envers la génération future, sur l'hypothèse même que l'économie va continuer à croître dans les décennies à venir comme elle l'a fait depuis 2 siècles. D'abord parce que les 2 derniers siècles, c'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Et si nous prenons un temps beaucoup plus long, la croissance économique n'a pas été de 2% par an. Les historiens, je pense, les historiens économiques nous disent le paysan français à la veille de la Révolution française ne consommait pas plus de biens et services que le fermier en Mésopotamie sous Nabuchodonosor.
Donc croissance économique zéro pendant des millénaires, et puis 2 derniers siècles, 2% par an. Donc c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, même des économistes, qui pensent que nous sommes partis aujourd'hui dans une nouvelle ère où on a arrêté de découvrir des technologies nouvelles, ou bientôt, quand Jean-Marie ne sera plus là pour les découvrir, et donc ce moteur de la croissance économique va se terminer parce que ça sera la fin de l'histoire. Et donc voilà, peut-être c'est une hypothèse. Donc construire toute notre façon de effectivement évaluer les politiques publiques, particulières climatiques, dans le secteur public et dans les entreprises, évaluer les responsabilités des entreprises envers le changement climatique à travers une hypothèse d'un taux d'actualisation élevé, lui-même fondé sur l'hypothèse d'une croissance économique qui continue à rester forte, est absurde. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé depuis 20 ans, mais je ne veux pas vous en parler parce que le temps est parti et est écoulé. Moi j'ai beaucoup travaillé sur quel impact devrait être sur le taux d'actualisation, l'incertitude, et voire l'incertitude profonde auquel notre société moderne est confrontée dans sa perception de son propre futur. Et donc, évidemment, qu'il faut tenir compte d'abord de l'incertitude. Et l'incertitude, évidemment, a un rôle de faire baisser le taux d'actualisation. C'est très simple. Pourquoi ? Parce que regardez, par introspection pour vous-même, quand vous-même, vous avez plus d'incertitude sur l'évolution de vos revenus futurs, vous allez épargner plus. C'est le concept d'épargne de précaution. Par prudence, vous allez épargner un peu plus parce que votre futur est incertain. Mais si c'est désirable au niveau individuel, c'est évidemment désirable au niveau collectif. Et comment on va transformer cette idée d'incertitude impactant en nécessité de faire des sacrifices supplémentaires aujourd'hui? Mais on va baisser le taux d'actualisation. En baissant le taux d'actualisation, vous allez pénaliser moins le futur et donc faire passer le plus d'investissement sur ce test d'analyse coût-bénéfice, de comparaison du coût immédiat et de la valeur présente des bénéfices futurs. Et vous allez aussi faire monter la valeur carbone et donc inciter les acteurs économiques à faire plus pour le changement climatique. Quand vous augmentez la taxe carbone, vous augmentez les incitations à décarboner votre mode de vie et votre mode de production, et cela va conduire évidemment à réduire collectivement plus les émissions de CO2. Comment concrètement les économistes et les chercheurs de finance ont élaboré des analyses de cette nature-là? Alors, pour vous dire tout de suite, mes collègues de finance, ils ne sont pas du tout intéressés par le problème du changement climatique, ou en tout cas, il y en a très très peu. Donc, ils restent dans leur analyse des marchés financiers, des prix sur le marché financier, des incitations sur le marché financier. Ils regardent les incitations sur les 3, 4, 5 prochaines années. On a parlé de 80 ans ou 50 ans, c'est pas vraiment dans leur monde. Et donc, ils ont l'habitude de modéliser le problème avec des mouvements browniens. Donc ils vont dire, la croissance économique, elle n'est pas de 2% par an avec certitude, elle est brownienne avec une tendance, un trend de croissance à 2% et puis de la volatilité autour. Et ça, c'est leur façon, c'est la façon que les économistes et les gens de la finance ont, depuis 50 ans, ont utilisé pour décrire l'incertitude sur ce marché. Et quand vous faites ça, vous avez les 4% dont je vous ai parlé tout à l'heure, justifiés par l'éthique de l'inversion des inégalités, de la croissance à 2%, ça ne donne pas grand-chose. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, soyons raisonnables, il n'y a pas que, on ne peut pas représenter notre incertitude séculaire sur l'avenir des générations futures sur cette planète, sur la prospérité de la civilisation que nous connaissons aujourd'hui sur Terre, en tout cas en Occident, nous ne pouvons pas la traduire par un mouvement brownien. D'ailleurs, si vous le vouliez, quelle tendance vous mettriez pour le siècle à venir? Quelle tendance de croissance vous voudriez mettre dans la calibration du modèle? Est-ce que c'est 2%, est-ce que c'est 1% ou est-ce que c'est 0,5% comme les 3, 4, 5 dernières années en France? Même là, il y a une incertitude fondamentale là-dessus. Et puis, regardons concrètement, quand vous regardez les statistiques de croissance économique, vous n'êtes pas du tout dans une loi normale comme dans un
un brownien. Les queues de distribution sont gigantesques. Ce qui s'est passé, Covid, les 2 dernières années, une chute du PIB considérable. Regardez la crise de l'euro pour la Grèce, une chute de 30% du PIB en quelques années. Ça, vous ne pouvez pas l'expliquer avec un loi normale raisonnablement. Et donc, il faut intégrer, au-delà de la méthode très classiquement utilisée par les économistes, il faut intégrer une dimension plus large d'incertitude, des incertitudes profondes sur l'évolution de l'humanité sur Terre, de sa prospérité sur cette planète, qui font que, en fait, le taux d'actualisation doit être drastiquement révisé à la baisse par rapport à l'argument simpliste que je vous ai donné tout à l'heure, basé sur la croissance certaine et une inversion des inégalités. Évidemment, la bonne réponse, quel est le bon degré de long-termisme, donc quel est le bon niveau du taux d'actualisation, comment effectivement le mesurer? Eh bien, il faut qu'on ait une discussion entre nous, mais on ne va pas l'avoir aujourd'hui, sur comment collectivement serions-nous prêts à représenter l'incertitude ou les incertitudes profondes auxquelles notre avenir commun, durable ou pas, est confronté. Et ça, on ne peut pas déconnecter cette question de quelle est la représentation du temps long en termes de prospérité de la problématique de nos responsabilités envers les générations futures. Je terminerai par ceci. Beaucoup d'entre nous, ce matin, avons exposé l'idée qu'il fallait avoir des valeurs et il fallait changer de valeurs. Hervé l'a dit, je pense que Laurent l'a dit aussi, il faut, Sylvain, nous devons adapter nos valeurs. Ou en tout cas, il faut exprimer nos valeurs. La valeur du temps, la valeur du délai d'attente, du temps d'attente, c'est un élément extrêmement important dans la façon dont il faut réfléchir au bon équilibre demandé entre les sacrifices pour les générations présentes face aux anticipations de création de valeur de ces sacrifices pour les générations futures. Et ça passe par à la fois une analyse entre nous de quelles sont les incertitudes auxquelles l'humanité est confrontée et le taux d'actualisation qui est associé. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai un certain nombre pour les orateurs. Donc, on va avoir un temps d'échange, j'espère fructueux. Donc, préparez vos questions dans les minutes à venir. Pour lancer le débat, peut-être, je voudrais interpeller les différents orateurs de la matinée sur le rôle ce qui apparaît clairement dans les différentes interventions. Merci Hervé. Où est Sylvain? Voilà. Ce qui apparaît, c'est cette interaction entre temps, incertitude, prévisibilité, action et adaptation. Par moment, donc l'idée c'est que le temps, on peut agir dans le temps et qu'en fait ce qui est prévisible peut être modifié par des actions. Je pense que c'était clair dans votre exposé tout à l'heure, Florence et Sylvain. Je pense que Hervé, c'est complètement clair, en particulier dans ton slide final sur et maintenant quelles actions. Donc le temps n'est pas figé. Le temps n'est pas figé. Je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus. D'ailleurs, Hervé, j'étais interpellé tout à la fin, je ne voulais pas rentrer dans la polémique. Effectivement, l'adaptation est un énorme sujet, mais comme on le disait tout à l'heure à la pause, l'adaptation a été très longtemps un concept un peu tabou, parce qu'avant l'adaptation était une action ex post, une fois que tout a échoué. Donc avant l'adaptation, il y a et l'atténuation, donc il y a des actions qui peuvent permettre d'éviter d'avoir besoin de s'adapter. Je trouve que dans ta présentation, tu as mis beaucoup l'accent sur l'adaptation et finalement moins sur l'atténuation, d'où la question sur le prix du carbone que je t'ai posée à la sortie. Alors, oui, par rapport à ça, je pense qu'effectivement, je pense que le défaut par rapport auquel on a toujours un petit peu traité les choses, c'est effectivement d'essayer de faire
un lien séparé entre ce qui peut être, enfin de séparer trop fortement ce qui peut être l'atténuation du changement climatique. C'est-à-dire on est face, alors cette atténuation du changement climatique, elle se mesure effectivement à l'échelle mondiale. Cette échelle mondiale, elle a ses rythmes, elle a ses manières de se faire, tout simplement parce que on a cette durabilité d'une grande partie de ce qui fait le système climatique. C'est des choses qui s'articulent à des échelles de temps très longues. Et puis il y a la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une réalité où on a la capacité à agir assez rapidement sur des enjeux qui sont des enjeux locaux, qui sont des enjeux qui sont liés à... Alors, je n'ai pas trop parlé de ça, mais enfin, à l'existence des humains, à l'existence de la végétation, à l'existence de... Donc on est confronté à un système qu'on maîtrise de manière plus... Et au bout du compte, quand on regarde quand même les choses, c'est pas très différent. C'est la manière dont on essaie de... Pour ça, j'étais très intéressé par l'exposé qui était là. C'est la manière dont on essaie de concevoir le temps qui fait la différence. Et cette conception du temps, elle est effectivement nécessairement différente dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai voulu parler de l'adaptation parce que c'est l'oublié. Oui, voilà. C'est ça. Mais parce que, en fait, dans ma tête, et je pense dans la tête de beaucoup de gens, l'adaptation, c'est des décisions pour plus tard, quand tout aura échoué, alors que l'atténuation, c'est le présent du présent. C'est-à-dire, là, on peut agir en réduisant des émissions de CO2 pour empêcher la crise de se produire. Mais toi, en fait, je comprends que tu es en train de dire, non, on est déjà dans le futur, on a déjà besoin de s'adapter. On a déjà besoin de s'adapter, et puis cette adaptation, elle s'incarne dans des choses qui sont liées à l'atténuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas séparément un monde où on s'intéresse aux mêmes choses. Quand on regarde ce qui fait l'adaptation et ce qui fait l'atténuation, concrètement, sur un territoire, c'est un peu les mêmes objets, mais pas à la même temporalité. C'est là que les choses sont possibles. Voilà. Je ne sais pas si Sylvain... Oui, c'était vraiment l'élément central de notre exposé, c'est bien d'expliquer cette dimension. Et peut-être, pour aller enfoncer le clou, peut-être je devrais prononcer un mot important dans les conceptions anciennes du temps, qui est le destin. Et au fond, c'est ça, ce qu'on voit là, c'est-à-dire que, moi, c'est une chose que j'ai comprise il y a une dizaine d'années sur l'accumulation du CO2 et qu'on est face à des mécanismes, à des transformations extrêmement lentes, extrêmement longues. On est face à un destin, on construit nous-mêmes notre destin climatique, environnement, écologique, par ce que nous faisons, ce que nous avons fait, nous, globalement, l'humanité, dans ces dernières décennies. Et au fond, c'est peut-être ça la crise du présentisme aujourd'hui. On a eu ce moment un peu fou d'euphorie néolibérale avec la chute du communisme et se dire le marché, la technologie vont tout réguler, on maîtrise, on peut oublier le rapport du Meadows et les limites de la croissance parce qu'on pourra toujours repousser les limites dans cette sorte d'euphorie présentiste qui ne voulait plus, qui n'arrivait plus à voir le long terme. Et au fond, ce qui se produit en ce moment, c'est la compréhension que non, nous avions toujours un destin et que l'illusion que l'humanité pouvait construire son avenir librement par ses projets, par ses projections de ses désirs, cette volonté de maîtrise de la nature, a construit un destin et nous sommes liés par ce destin, nous sommes tenus par ce destin, et nous sommes effectivement, atténuation c'est nécessaire et adaptation c'est aussi nécessaire parce qu'on est pris dans ce destin qu'on peut changer, modifier de façon très marginale finalement. Et d'autant plus marginal que ça. C'est pour ça qu'on est obligé à faire des choix d'autant plus radicaux et forts, plus on retarde le moment de compréhension de ce destin, il me semble. Mais oui, Florence, vas-y. Pardon. Du coup, je vais rebondir sur ce que dit Sylvain, qui parle de destin. Alors, c'est vrai que si on ne fait rien pour changer les choses dès aujourd'hui, nous savons quel est notre destin, puisque Sylvain en parle. Toutefois, là, je fais référence à la première intervention qui parlait de la Bible, notamment, en ouverture de ce colloque. C'est la question... dans la Genèse, finalement, ce n'est pas autre chose, à mon sens, que symboliquement l'histoire du libre arbitre, puisque finalement, tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin d'Éden, sauf du fruit défendu. Alors, évidemment, quand on pose un interdit à un enfant, que va-t-il faire? Il va le franchir, le transgresser. Mais finalement, la Genèse, la scène de la tentation dans la Genèse pose la question du libre arbitre.
Donc c'est vrai qu'il y a, donc je répète, si nous ne faisons rien pour changer les choses, nous connaissons notre destin. Toutefois, en tant qu'être humain conscient et avec une, on va dire, alors en des termes, on va dire spirituels, avec une âme, à minima en des termes plus laïques, avec une conscience morale, nous avons un libre arbitre. Et en ce sens, je voulais attirer votre attention sur ce que l'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Attention à ne pas non plus... c'est-à-dire, en fait, nous croyons tellement que nous allons arriver à un scénario catastrophe que nous allons y arriver. Et en ce sens, peut-être que Serge Haroche, cet après-midi, va en parler. Je vous renvoie aux travaux de la physique quantique, et notamment d'Alain Aspect dans les années 70, sur la théorie de la double fente notamment, c'est-à-dire que lorsque l'on observe un phénomène à l'état quantique, il s'actualise. Il y a une indétermination de l'état quantique, et le fait de prêter attention, enfin, d'observer ce phénomène, l'actualise. Donc évidemment, on pourrait ici faire un parallèle entre la conscience et le fait de porter attention à quelque chose qui l'a fait advenir. Il me semble que c'est une piste de réflexion intéressante, et en tout cas, je poserai peut-être la question à Serge Haroche cet après-midi. Voilà. Mais moi, ce qui m'interroge depuis ce matin, en fait, même avant de rentrer dans la salle en lisant le programme, c'est au fond, est-ce qu'on a, et je m'adresse en particulier aux historiens, mais aussi aux technologues ou aux climatologues, est-ce qu'on n'a jamais parlé autant du futur long qu'en 2022, enfin, que ces dernières années? Avant, les climatologues, c'était plutôt des météorologues. Enfin, peut-être que on s'intéressait à prévoir l'évolution du temps à 3 jours. Est-ce qu'on connaît dans l'histoire de l'humanité des exemples où, alors évidemment, il y a des temps millénaristes, mais des temps où on se dit, mais en fait, nous savons entre nos mains un destin particulier et nous pouvons agir sur ce destin. Est-ce que cette prise de conscience existe avant le XXe siècle, et puis pour les technologies aussi. Et on a quand même, enfin c'est rare, il y a quand même pas si longtemps que ça qu'on s'interroge sur le rôle de l'État pour soutenir des technologies nouvelles qui vont permettre de renforcer la prospérité long terme de notre pays ou de notre union économique. Bon, on est quand même, c'est quand même assez paradoxal, me semble-t-il, on ne parle, enfin il ne me semble pas que dans le temps historique, on ait beaucoup parlé de notre responsabilité envers la génération future et qu'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas qui veut intervenir là-dessus. Oui, je voulais juste réagir un peu là-dessus parce qu'effectivement, on est dans une phase qui est une phase différente de fait. C'est-à-dire que, moi j'ai essayé de montrer rapidement un certain nombre de diagrammes, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde qui est devenu compliqué. Donc cette complexité, elle nécessite un effort en termes de compréhension, de physique, de savoir. Cette complexité, elle s'est manifestée aussi par des résultats, c'est-à-dire qu'on a vu que tout ce qui a été, tout ce qui est venu de nos sciences dans les années déjà assez anciennes, il y a 40 ans au minimum, donc ben, ça s'est révélé vrai. Donc il y a quand même des éléments qui sont là, c'est-à-dire que ce souci que l'on a, il s'accroche sur des choses qui sont fortes. Et l'autre point qui, à mon avis, est important et qu'on n'a pas trop souligné, c'est le fait qu'on est aussi dans un monde qui est très, très différencié. C'est-à-dire qu'on a donc, quand on parle de ce que sont les temporalités, elles ne sont pas les mêmes en Afrique ou chez nous. Oui, donc il y a tout un domaine aussi qu'on n'a pas regardé beaucoup et qui est très important. Florence en a un petit peu parlé tout à l'heure en parlant de résilience et d'égalité, il me semble, ou c'était Sylvain, je ne me souviens plus. Jean-Marie, tu voulais intervenir. Ah, c'est là, ok, fine, c'est moi le local, ok, je joue natif. Ok, bon, d'abord le destin. Je pense que pour un scientifique, le destin a une signification totalement différente. Pour moi, le destin, c'est la mort. Okay. Ensuite, ce que fait la science, eh bien, le destin est un challenge. Comment directement on peut directement attaquer ce destin? Ensuite, la question qu'on parle du temps, des nouvelles technologies. Il faut quand même concevoir que tout ce qu'on a aujourd'hui, tout dont on bénéficie, ça s'est fait en 150 ans, le 19e siècle, l'euphorie du 19e siècle, de la physique, tout ça. D'où on doit s'apercevoir qu'on a marché très vite. Et l'avenir, il faut être relativement optimiste. C'est-à-dire qu'on a des outils aujourd'hui très puissants qui nous permettent encore d'avoir des informations sur la matière, à l'échelle atomique, à l'échelle
très importante. D'où c'est ça qu'il faut regarder. La question qu'il faut se poser, c'est finalement, y a-t-il un problème et est-ce qu'on veut l'adresser? Tout le monde a pris l'exemple du Covid. Là, c'était un problème qui menaçait la planète. Et là, tout le monde, tout d'un coup, a voulu collaborer. Maintenant, dans le domaine de l'énergie, quelle est la problématique? C'est qu'il y a trop de finances imbriquées. Et on a des difficultés à faire en sorte que les recherches soient réunies, les résultats soient partagés entre les différents pays, et ainsi de suite. Chacun des pays veut utiliser directement l'énergie comme sa manne financière pour développer son économie, et ainsi de suite. Et c'est un peu la question, Christian, merci pour ton exposé d'ailleurs, que c'était très brillant, que je te poserai. Pourquoi on est dans cette difficulté? Non, c'est moi le président, c'est moi qui pose les enfin, bon, d'accord, mais bon, pourquoi on est dans cette difficulté? Bon, tu me disais, tu as fait un exemple que tu as dit, c'est-à-dire que bon, on va regarder directement installer des éoliennes, mais on va regarder directement le prix, le rapport. Mais avant tout ça, comment directement générer de la recherche là-dessus? Et pourquoi il n'y a pas cet aspect? J'y comprends, c'est des questions qui m'importent beaucoup. Oui, la question des subventions... j'ai dévié le projet. Non. Juste pour répondre très rapidement, et puis on va laisser Benjamin circuler le micro dans la salle. Juste pour répondre, c'est clair que c'est pas avec les technologies... Si on devait aller à zéro émission nette en 2050 avec les technologies d'aujourd'hui, on aurait un énorme problème d'acceptabilité sociale parce que ce serait extrêmement cher et puis ça impliquerait la sobriété et de la capacité à réduire la consommation d'énergie dans les jours où on n'a pas de soleil et pas de vent. Donc on a évidemment qu'il faut subventionner la R&D parce que la R&D est une condition sine qua non, l'innovation technologique est une condition sine qua non à l'acceptabilité sociale de zéro émission nette dans un temps de 2 ou 3 décennies.